Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Pour celui-ci, je vous propose la découverte de l'auteur Marcus Zusak, un auteur australien qui a 4 livres à son actif et qui, comme Carlos Ruiz Zafón que je vous ai proposé de découvrir avec L'ombre du vent, comme lui, ce sont d'abord des auteurs de littérature jeunesse, mais leur écriture est tellement puissante, tellement originale et poétique qu'ils sont également publiés dans d'autres collections. Notamment ici, le livre que j'ai, édition Pocket, tout à fait classique. Pour en savoir un petit peu plus sur la voleuse de livres, je vais vous lire la 4e de couverture. Leur heure venue, bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort. Et parmi eux, plus rares encore ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. Liesl Meminger y est parvenue. 3 fois, cette fillette a croisé la mort, et 3 fois, la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt inhabituel? Ou bien sa force extraordinaire face aux événements? À moins que ce ne soit son secret. Celui qui l'a aidé à survivre. Celui qui a même inspiré à la mort ce si joli surnom, la voleuse de livres. Il y a en dessous de la présentation 2 critiques. La première, best-seller international, cette fable singulière envoûte par son audace et son originalité, forte, bouleversante. Du critique Laurent Fialet pour Question de femme. La 2e critique, ironique et paradoxal, mais jamais choquant, La voleuse de livres appartient à ce genre hybride d'ouvrages destinés à la fois aux adolescents et aux adultes. De la critique Johanna Luysen pour Le monde des livres. Cet ouvrage a reçu le prix 1000 pages jeunesse. Alors la particularité, entre autres, de l'écriture de ce livre, c'est que c'est la mort elle-même qui vous raconte l'histoire. Ensuite, ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre, c'est qu'il a même été adapté au cinéma, et le titre du film est le même que le livre, La voleuse de livres. Ça reste un très bon film, que je vous conseille aussi, mais bien sûr, on ne retrouve pas toute l'originalité et la richesse de l'écriture. En tout cas, je vous souhaite une belle découverte avec le prologue et le début de la première partie que je vous propose ici, et on se retrouve juste après. La voleuse de livres. Quand la mort vous raconte une histoire, vous avez tout intérêt à l'écouter. Prologue. Des montagnes de décombres. Où notre narratrice présente elle-même les couleurs et la voleuse de livres. Mort et chocolat. D'abord les couleurs, ensuite les humains. C'est comme ça que je vois les choses d'habitude, ou que j'essaye du moins. Un détail, vous allez mourir. En toute bonne foi, j'essaye d'aborder ce sujet avec entrain, même si la plupart des gens ont du mal à me croire malgré mes protestations. Faites-moi confiance. Je peux vraiment être enjoué. Je peux être aimable, affable, agréable. Et nous n'en sommes qu'au A. Mais ne me demandez pas d'être gentil. La gentillesse n'a rien à voir avec moi. Réaction aux détails ci-dessus. Ça vous inquiète ? Surtout, n'ayez pas peur. Je suis quelqu'un de correct. Une présentation s'impose. Un début. J'allais manquer à tous mes devoirs. Je pourrais me présenter dans les règles, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous ferez bien assez tôt ma connaissance en fonction d'un certain nombre de paramètres. Disons simplement qu'à un moment donné, je me pencherai sur vous, avec bienveillance. Votre âme
reposera entre mes bras, une couleur sera perchée sur mon épaule, je vous emporterai avec douceur. À cet instant, vous serez étendu. Je trouve rarement les gens debout. Vous serez pris dans la masse de votre propre corps. Peut-être vous découvrira-t-on, un cri déchirera l'air. Ensuite, je n'entendrai plus que mon propre souffle et le bruit de l'odeur, celui de mes pas. L'essentiel, c'est la couleur dont seront les choses lorsque je viendrai vous chercher. Que dira le ciel? Personnellement, j'aime quand le ciel est couleur chocolat. Chocolat noir, très noir. Il paraît que ça me va bien. J'essaye quand même d'apprécier chaque couleur que je vois, la totalité du spectre. 1 milliard de saveurs, toutes différentes, et un ciel à déguster lentement. Ça atténue le stress. Ça m'aide à me détendre. Une petite théorie. Les gens ne remarquent les couleurs du jour qu'à l'aube et au crépuscule. Mais pour moi, une multitude de teintes et de nuances s'enchaînent au cours d'une journée. Rien que dans 1 heure, il peut exister des milliers de couleurs variées. Des jaunes cireux, des bleus recrachés par les nuages, des ténèbres épaisses. Dans mon travail, j'ai à cœur de les remarquer. Comme je l'ai laissé entendre, j'ai besoin de me distraire. Cela me permet de conserver mon équilibre et de tenir le coup, étant donné que je fais ce métier depuis une éternité. Car qui pourrait me remplacer? Qui prendrait le relais pendant que j'irais bronzer sur l'une de vos plages ou dévaler les pistes à ski? Personne, évidemment. Aussi, ai-je décidé, consciemment, délibérément, de remplacer les vacances par de la distraction. Inutile de préciser que je me repose au compte-gouttes, avec les couleurs. Mais, pensez-vous peut-être, pourquoi donc a-t-elle besoin de vacances? De quoi a-t-elle besoin d'être distraite? Ce qui m'amène au point suivant. Les humains qui en ont réchappé. Les survivants. Ceux-là, je ne supporte pas de les regarder. Et je ne parviens pas toujours à m'y soustraire. Je recherche délibérément les couleurs pour ne plus penser à eux. Mais j'en vois de temps en temps, effondrés entre surprise et désespoir. Leur cœur saigne. Ils ont les poumons en charpie. Ce qui m'amène au sujet dont je veux vous parler ce soir, ou ce matin, qu'importe l'heure et la couleur. C'est l'histoire de quelqu'un qui fait partie de ces éternels survivants. Quelqu'un qui sait ce qu'être abandonné veut dire. Une simple histoire, en fait, où il est question notamment d'une fillette, de mots, d'un accordéoniste, d'Allemands fanatiques, d'un boxeur juif et d'un certain nombre de vols. J'ai vu la voleuse de livres à 3 reprises. Près de la voie ferrée. D'abord, il y a du blanc. Du genre éblouissant. Certains d'entre vous penseront sans doute que le blanc n'est pas une couleur, ou une ânerie de ce genre. Je peux vous dire que si. Le blanc est une couleur. Cela ne fait aucun doute. Et vous n'avez pas envie de discuter avec moi, n'est-ce pas? Une annonce rassurante. Surtout, ne vous affolez pas, malgré cette menace.
c'est du bluff. Je n'ai rien de violent, ni de méchant. Je suis un résultat. Donc, c'était blanc. On aurait cru que la planète entière était vêtue de neige, qu'elle l'avait enfilée comme un pullover. Près de la voie ferrée, les empreintes de pas étaient enfoncées jusqu'aux talons. La glace enrobait les arbres. Comme vous vous en doutez, quelqu'un était mort. On ne pouvait pas le laisser comme ça sur le sol. Pour le moment, ce n'était pas un problème, mais bientôt la voie serait dégagée et le train devrait avancer. Il y avait 2 gardes. Il y avait une mère et sa fille. Et un cadavre. La mère, la fille et le cadavre restaient là, têtus et silencieux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? L'un des gardes était grand, l'autre petit. Le grand parlait toujours en premier, même s'il ne commandait pas. Il regardait le petit rondouillard au visage rouge et plein. « Voyons, on ne peut pas les laisser comme ça !» fut la réponse. Le grand commençait à s'impatienter. « Pourquoi pas ?» Le petit faillit exploser. Il leva les yeux vers le menton de l'autre et s'écria « Spinnst du? Tu es idiot ou quoi ?» Sous l'effet de l'aversion, ses joues se gonflaient. « Allons-y !» dit-il en pataugeant dans la neige. « On va les ramener tous les 3 si l'on n'a pas le choix. On fera un rapport au prochain arrêt. » Quant à moi, j'avais déjà commis une erreur des plus élémentaires. Je ne peux vous expliquer à quel point je m'en suis voulu. Au départ, pourtant, j'avais agi comme il fallait. J'étudiais le ciel d'une blancheur aveuglante qui se tenait à la fenêtre du train en marche. Je l'inhalais presque, mais j'hésitais encore. Je flanchais. Je commençais à éprouver de l'intérêt pour la fillette. Finalement, la curiosité l'emporta et, me résignant à rester autant que mon planning le permettait, j'observais ce qui se passait. 23 minutes plus tard, quand le train s'arrêta, je descendis avec eux. J'avais une jeune âme dans les bras. Je me tenais légèrement sur la droite. Le dynamique duo de garde revint vers la mère, la fillette et le petit cadavre. Je me souviens que ce jour-là, ma respiration était bruyante. Je suis étonné que les gardes n'aient pas remarqué ma présence en passant à côté de moi. Le monde pliait maintenant sous le poids de toute cette neige. À une dizaine de mètres sur ma gauche se tenait la fillette, pâle, le ventre vide, transi de froid. Ses lèvres tremblaient. Elle avait croisé ses bras glacés. Sur le visage de la voleuse de livres, les larmes avaient gelé. L'éclipse. La fois suivante, on passe au noir monogrammé, ce qui nous place à l'opposé du spectre. C'était avant le lever du jour, quand la nuit est la plus épaisse. Je venais chercher un homme d'environ 24 ans. Par certains aspects, la scène était assez belle. L'avion toussait encore. De la fumée s'échappait de ses 2 poumons. En s'écrasant, il avait creusé 3 profondes entailles dans le sol. Ses ailes étaient maintenant des bras sectionnés à la racine. Pour cet oiseau de métal, c'en était fini de voler.
quelques autres détails. Parfois, j'arrive trop tôt. Je me précipite et certaines personnes s'accrochent à la vie plus longtemps que prévu. Au bout de quelques minutes, la fumée s'épuisa et ce fut tout. Le garçon arriva le premier, le souffle court, portant une boîte à outils. En émoi, il s'approcha du cockpit et observa le pilote, cherchant à savoir s'il était vivant. Il l'était encore. La voleuse de livres apparut 30 secondes plus tard. Des années avaient passé, mais je la reconnus. Elle haletait. De la boîte à outils, le garçon sortit un ours en peluche. Il passa la main à travers le pare-brise éclaté et le déposa sur le torse du pilote. L'ours souriant resta niché contre l'homme ensanglanté. Au bout de quelques minutes, je saisis l'occasion. C'était le bon moment. Je pénétrai dans l'épave, libérai l'âme de l'homme et l'emportai avec précaution. Il ne restait plus que le corps, l'odeur de fumée persistante et l'ours en peluche qui souriait. Quand les gens arrivèrent, les choses avaient changé, bien sûr. L'horizon devenait charbonneux. Au-dessus, le reste d'obscurité n'était plus qu'un gribouillis qui s'effaçait à toute allure. L'homme, au contraire, avait la teinte de l'os, une peau couleur de squelette, un uniforme en désordre. Ses yeux étaient froids et bruns, tels des taches de café, et le dernier griffonnage du ciel dessinait ce qui m'apparut comme une forme étrange, mais familière, une signature. La foule fit ce que font toutes les foules. Tandis que je me frayais un passage parmi elles, il y eut un mélange de mains qui s'agitaient, de phrases étouffées et de demi-tours gênés. Quand je regardais de nouveau l'avion, la bouche ouverte du pilote semblait sourire. Une ultime bonne blague. De l'humour à l'emporte-pièce. Il resta sanglé dans son uniforme tandis que la lumière grise se livrait à un bras de fer avec le ciel. Et comme souvent, au moment où j'ai entamé mon voyage, une ombre s'est de nouveau esquissée. Un moment d'éclipse finale. La reconnaissance du départ d'une autre âme. Car malgré toutes les couleurs qui s'attachent à ce que je vois dans ce monde, il m'arrive souvent de percevoir une éclipse au moment où meurt un humain. J'en ai vu des millions. J'ai vu plus d'éclipses que je ne pourrais m'en souvenir. Le drapeau. La dernière fois que je l'ai vu, c'était rouge. Le ciel ressemblait à de la soupe qui frémit. Il était brûlé par endroits. Des miettes noires et du poivre parsemaient cette substance écarlate. Un peu plus tôt, dans cette rue qui ressemblait à des pages tachées d'huile, des enfants jouaient à la marelle. En arrivant, j'entendais encore les échos de leur jeu. Les pieds qui frappaient le sol. Les petites voix qui riaient et les sourires comme du sel, mais déjà en train de pourrir. Et puis, les bombes. Cette fois, tout intervint trop tard. Les sirènes, les cris de coucou à la radio. Trop tard. En quelques minutes, des monticules de terre et de béton s'accumulèrent. Les rues étaient des veines ouvertes. Le sang ruissella jusqu'à sécher sur la route et les corps restèrent coincés là, comme du bois flotté après une inondation.
tous, jusqu'au dernier, étaient cloués au sol. Un paquet d'âmes. Était-ce la destinée? La malchance? Qui les avait mis dans cet état? Bien sûr que non. Ne soyons pas idiots. C'était plutôt la faute des bombes lâchées par des humains dissimulés dans les nuages. Oui, le ciel était maintenant d'un rouge dévastateur. La petite ville allemande avait été déchirée une fois de plus. Des cendres floconneuses tombaient, et c'était si joli qu'on avait envie de les goûter avec la langue. Sauf qu'elles vous auraient brûlé les lèvres et calciné la bouche. Je le vois nettement. J'allais partir lorsque je l'ai découverte, agenouillée. Autour d'elle, comme un dessin, comme une écriture, se dressaient des montagnes de décombres. Elle serrait un livre dans sa main. Ce que voulait avant tout la voleuse de livres, c'était regagner son sous-sol pour écrire ou pour relire une dernière fois son histoire. Après coup, je me rends compte que cela se voyait sur son visage. Elle mourait d'envie de se retrouver dans ce lieu sûr, où elle se sentait chez elle. Mais elle était incapable de bouger. Sans compter que le sous-sol n'existait plus. Il faisait maintenant partie de ce paysage ravagé. Je vous demande une fois de plus de me croire. J'avais envie de m'arrêter, de me coucher. J'avais envie de dire « Je suis désolé, mon petit ». Mais je n'en ai pas le droit. Je ne me suis pas couché. Je n'ai rien dit. À la place, je l'ai observée un moment. Et quand elle a pu bouger, je l'ai suivie. Elle a lâché le livre. Elle est tombée à genoux. La voleuse de livres a hurlé. Lorsqu'on a nettoyé la route, son livre a été piétiné à plusieurs reprises. Les ordres étaient de dégager seulement les gravats, mais le bien le plus précieux de la fillette a été jeté dans la benne à ordures. Je n'ai alors pu m'empêcher de monter à bord et de le prendre, sans savoir que je le garderais et que je le consulterais un nombre incalculable de fois au fil des ans. J'observerai les endroits où nos chemins se croisent et je m'émerveillerai de ce que la fillette a vu et de la façon dont elle a survécu. C'est tout ce que je peux faire. Remettre ces événements en perspective avec ceux dont j'ai été témoin à cette époque. Quand je pense à elle, je vois une longue liste de couleurs. Mais les trois dans lesquelles je l'ai vue en chair et en os sont les plus évocatrices. Parfois, je parviens à flotter très haut au-dessus de ces trois moments. Je reste en suspens, jusqu'à ce que la vérité perce. C'est à ce moment-là que je les vois se concrétiser. Les couleurs. Rouge, un rectangle rouge. Blanc, un rond blanc. Noir, une croix gammée noire. Elles tombent les unes sur les autres. Le noir gribouillé sur le blanc global éblouissant, lui-même sur l'épaisse soupe rouge. Oui, souvent, quelque chose vient me rappeler la fillette, et j'ai gardé son histoire dans l'une de mes nombreuses poches pour la raconter de nouveau. Elle fait partie de celles aussi extraordinaires qu'innombrables que je transporte. Chacune est une tentative, un effort gigantesque, pour me prouver que vous et votre existence humaine valez le coup. La voici. Une parmi une poignée d'autres.
La voleuse de livres. Venez avec moi si ça vous tente. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous montrer quelque chose. Première partie. Le manuel du fossoyeur. Avec la rue Himmel, l'art du Sommenskag, la femme à la poigne de fer, une tentative de baiser, Jesse Owens, du papier de verre, l'odeur de l'amitié, une championne poids lourd, et la mère de toutes les Vatchen. L'arrivée rue Himmel. Cette dernière fois, ce ciel rouge. Comment une voleuse de livres se retrouve-t-elle agenouillée, en train de hurler, entourée d'un ridicule monceau de décombres graisseux concoctés par les humains? Quelques années plus tôt, tout avait commencé avec la neige. Le moment était venu pour une personne. Un moment spectaculairement tragique. Un train roulait à toute allure, bondé d'êtres humains. Un enfant de 6 ans mourut dans le 3e wagon. La voleuse de livres et son frère se rendaient à Munich, où ils seraient bientôt accueillis par des parents adoptifs. Nous savons maintenant que le petit garçon n'arriverait pas à destination. Comment c'est arrivé? Une intense quinte de tout, qui fut pratiquement inspirée, et puis ensuite, rien. Quand la toux cessa, il n'y eut plus rien, que le néant de la vie s'écoulant dans un halètement ou une contraction presque muette. Quelque chose monta soudain aux lèvres de l'enfant qui était brunâtre et pelait, comme de la peinture écaillée qu'il aurait fallu refaire. Leur mère dormait. Je suis entré dans le train. Mes pieds ont parcouru l'allée bondée et ma paume s'est tout de suite posée sur sa bouche. Personne n'a rien remarqué. Le train filait. Personne, sauf la fillette. Un œil ouvert, l'autre encore dans ses rêves, Liesel Meminger, la voleuse de livres, vit parfaitement que son petit frère était maintenant tourné sur le côté, mort. Les yeux bleus de Werner regardaient le sol, sans le voir. Avant de s'éveiller, la voleuse de livres rêvait du Führer, Adolf Hitler. Elle assistait à un rassemblement où il avait pris la parole. Elle regardait la raie pâle qui partageait ses cheveux et le carré impeccable de sa moustache. Elle écoutait, contente, le torrent de mots qui sortait de sa bouche. Ces phrases qui rayonnaient dans la lumière. À un moment, il s'accroupissait et lui souriait. Elle lui retournait son sourire et disait « Guten Tag, Herr Führer, wie geht's dir heute ?» Elle ne savait pas très bien parler, ni même lire, car elle n'était guère allée à l'école. Elle découvrirait pourquoi le moment venu. Juste au moment où le Führer s'apprêtait à répondre, elle s'éveilla. On était en janvier 1939. Elle avait 9 ans, presque 10. Son frère était mort. Un œil ouvert, l'autre encore dans son rêve. Il aurait mieux valu qu'elle le continue, je pense. Mais cela ne dépend pas de moi. Le second œil s'ouvrit brusquement et elle me surprit. Cela ne fait aucun doute. J'étais à genoux en train d'extraire l'âme du petit garçon que je recueillais entre mes bras enflés. Il s'est réchauffé aussitôt après, mais au moment où je l'ai saisi,
Son âme était moelleuse et froide, comme de la crème glacée. Il s'est mis à fondre entre mes bras, à se réchauffer complètement, à guérir. Liesel Memminger, elle, s'était raidie et ses pensées s'affolaient. Es stimmt nicht. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle l'a secoué. Pourquoi le secoue-t-on toujours? Oui, je sais, c'est quelque chose d'instinctif, pour faire barrage à la vérité. À ce moment-là, le cœur de la fillette était glissant et brûlant, et il battait fort, très fort. Bêtement, je suis resté, pour voir. Ensuite, sa mère. Elle l'a réveillée en la secouant de la même manière. Si vous avez du mal à imaginer la scène, pensez à un silence incrédule. Pensez à des épaves de désespoir qui flottent et sombrent dans un train. Il avait beaucoup neigé et le train de Munich fut obligé de s'arrêter car on n'avait pas dégagé les voies. Une femme gémissait avec à ses côtés une fillette tétanisée. Paniquée, la mère ouvrit la portière. Elle descendit dans la neige, le petit corps dans les bras. Que pouvait faire la fillette, sinon la suivre? Comme vous le savez déjà, 2 gardes avaient également quitté le train. Ils se disputaient pour savoir quelle mesure prendre. La situation était pour le moins délicate. Il fut enfin décidé que tous les 3 seraient conduits jusqu'au prochain bourg et qu'on les laisserait là pour tirer la situation au clair. Cette fois, le train avança par à-coups dans la campagne enneigée. Il entra dans la gare et s'arrêta. Elles descendirent sur le quai. La mère portait le cadavre de l'enfant. Elles restèrent là. L'enfant devenait lourd. Liesel n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Tout était blanc. Elle ne voyait que le panneau qui se trouvait devant elle, avec une inscription à demi effacée. Cette ville n'avait pas de nom pour elle, et c'est là que son frère, Werner, fut enterré 2 jours plus tard. Comme témoin, il y avait un prêtre et 2 fossoyeurs grelottant de froid. Remarque, 2 gardes dans un train, 2 fossoyeurs. Quand il le fallut, l'un d'eux prit les choses en main, l'autre fit ce qu'on lui demandait. Mais que se passe-t-il si l'autre n'est pas qu'un? Des erreurs. Voilà tout ce dont je suis capable par moment. Pendant 2 jours, j'ai vaqué à mes occupations. J'ai parcouru la planète comme d'habitude et déposé des âmes sur le tapis roulant de l'éternité. Je les ai regardées se laisser emporter passivement. À plusieurs reprises, je me suis incité à rester à distance de l'enterrement du frère de Liesel Memminger. Conseil d'amis dont je n'ai pas tenu compte. De très loin, j'ai vu le petit groupe d'humains qui se tenait, frigorifié, dans ce paysage de neige désolé. Le cimetière m'a accueilli comme une amie et je les ai très vite rejoints. Je me suis incliné. À la gauche de Liesel, les fossoyeurs se frottaient les mains pour se réchauffer et déploraient la difficulté supplémentaire qu'apportait la neige à leur travail. C'est pénible de creuser avec toute cette glace. L'un d'eux n'avait guère plus de 14 ans. Un apprenti. Sa tâche accomplie, il s'en alla. Un livre à la couverture noire tomba alors de sa poche, sans qu'il s'en aperçoive.
Quelques minutes plus tard, la mère de Liesel s'éloigna avec le prêtre en le remerciant d'avoir officié. La fillette ne suivit pas. Elle s'agenouilla sur le sol. C'était le moment. Elle se mit à creuser, refusant d'y croire. Il ne pouvait pas être mort. Il ne pouvait pas être mort. Il ne pouvait pas. Très vite, la neige s'incrusta dans sa peau. Du sang gelé étoila ses mains. Quelque part dans toute cette neige, elle voyait son cœur fendu en deux. Chaque moitié rougeoyante battait sous le manteau blanc. Elle ne prit conscience que sa mère était revenue la chercher qu'au moment où elle sentit une main osseuse se poser sur son épaule et l'entraîner. Un cri tiède envahit sa gorge. Une petite image. Une vingtaine de mètres plus loin, la mère et la fille reprirent leur souffle. Un objet noir rectangulaire était niché dans la neige. La fillette fut la seule à le voir. Elle se pencha, ramassa le livre et le serra entre ses doigts. Sur la couverture, il y avait une inscription en lettres d'argent. Elles se tinrent par la main. Après un dernier adieu déchirant, elles quittèrent le cimetière en se retournant souvent. Pour ma part, je me suis un peu attardé. J'ai fait au revoir de la main. Personne ne m'a rendu mon salut. La mère et la fille allèrent prendre le prochain train pour Munich. Toutes deux étaient pâles et maigres. Toutes deux avaient les lèvres gercées. Liesel s'en aperçut en voyant leur reflet dans la vitre sale et embuée du train à bord duquel elles montèrent un peu avant midi. Plus tard, la voleuse de livres écrirait que le voyage se poursuivit comme si tout était arrivé. Quand le train entra dans la Bahnhof de Munich, les passagers en sortirent comme d'un paquet éventré. Il y avait là toutes sortes de gens, mais parmi eux, on reconnaissait tout particulièrement les pauvres. Ceux qui n'ont rien ne cessent de se déplacer, comme si leur sort pouvait être meilleur ailleurs. Ils préfèrent ignorer qu'au terme du voyage, ils vont retrouver sous une nouvelle forme le vieux problème, ce membre de la famille qu'on redoute d'embrasser. Je crois que sa mère le savait fort bien. Ses enfants n'allaient pas chez de riches Munichois, mais on leur avait apparemment trouvé une famille d'accueil et là, au moins, la fillette et le petit garçon seraient un peu mieux nourris et correctement éduqués. Le petit garçon. Leur mère, Liesel, en était certaine, portait sur l'épaule le souvenir de l'enfant. Elle le lâcha. Elle vit ses pieds et ses jambes heurter le quai. Comment cette femme pouvait-elle marcher? Comment pouvait-elle bouger? Ce dont les humains sont capables, c'est une chose qui m'échappera toujours. La mère le reprit dans ses bras et continua à avancer. La fillette maintenant collée à elle. Ce fut ensuite la rencontre avec les autorités et les questions douloureuses sur le retard et le petit garçon. Liesel resta dans un coin du petit bureau poussiéreux, tandis que sa mère était assise sur une chaise inconfortable, enfermée dans ses pensées. Puis, il y eut le chaos des adieux. Des adieux mouillés de larmes. La fillette enfouit la tête au creux du vieux manteau de laine de sa mère et, là aussi, il fallut l'entraîner. Assez loin de la périphérie de Munich, il y avait une petite ville nommée Molching, que vous et moi prononcerons plutôt Molking. C'est à cet endroit qu'on la conduisait. Rue Himmel.
Traduction. Himmel égale ciel. Ceux qui baptisèrent cette rue avaient indubitablement un solide sens de l'humour. Certes, elle n'avait rien d'un enfer. Mais que diable, ce n'était pas non plus le paradis. Qu'importe, les parents nourriciers de Liesel attendaient. Les Huberman. Ils pensaient accueillir une fille et un garçon, ce pourquoi ils percevraient une petite allocation. Personne ne voulait avoir à dire à Rosa Huberman que le garçonnet n'avait pas survécu au voyage. D'ailleurs, personne n'avait jamais envie de lui dire quoi que ce soit. En matière de caractère, le sien n'était pas vraiment enviable, même si elle avait réussi par le passé auprès d'un certain nombre d'enfants nourriciers. Liesel fit le trajet en voiture. C'était la première fois qu'elle montait dans une automobile. Elle avait l'estomac retourné et espérait contre toute attente que les gens allaient se perdre en chemin ou changer d'avis. Et surtout, elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère, qui était maintenant à la Bahnhof, où elle attendait le train du retour. Toute frissonnante, engoncée dans ce manteau qui ne la protégeait pas du froid. Elle devait se ronger les ongles sur un quai interminable, inconfortable, une plaque de ciment glacial. Essayerait-elle de retrouver au passage l'endroit approximatif où son fils avait été enterré? Ou son sommeil serait-il trop profond? La voiture poursuivait sa route et Liesel redoutait le virage fatal, le dernier. Le jour était gris, la couleur de l'Europe. Des rideaux de pluie étaient tirés autour de la voiture. On y est presque. La dame de l'institution, Frau Henrich, se tourna vers elle. Dein nieuws Heim, ta nouvelle maison, dit-elle avec un sourire. Liesel frotta la vitre criblée de gouttes et regarda à l'extérieur. Une photo de la rue Himmel. Les bâtiments, pour la plupart des petites maisons et des immeubles d'habitation à l'air craintif, semblent collés les uns aux autres. Un tapis de neige boueuse recouvre le sol. Il y a du béton, des arbres nus qui ressemblent à des porte-chapeaux, une atmosphère grise. Il y avait aussi un homme dans la voiture. Il resta avec Liesel pendant que Frau Henrich disparaissait à l'intérieur de la maison. Il ne disait pas un mot. Elle pensa qu'il était là pour l'empêcher de s'enfuir ou pour la faire entrer de force, le cas échéant. Pourtant, quand un peu plus tard le problème se posa, il ne leva pas le petit doigt. Peut-être n'était-il que l'ultime recours, la solution finale. Au bout de quelques minutes, un homme de très haute taille sortit de la maison. C'était Hans Huberman, le père nourricier de Liesel. Il était encadré par Frau Henrich, qui était de taille moyenne, et par la silhouette trapue de sa femme, qui ressemblait à une petite armoire sur laquelle on aurait jeté une robe. Rosa Huberman marchait en se dandinant, et l'ensemble aurait été plutôt sympathique si son visage, qui ressemblait à du carton ridé, n'avait eu une expression agacée, comme si elle avait du mal à supporter tout ça. Son mari avait une démarche assurée. Il tenait entre ses doigts une cigarette allumée. Il roulait lui-même ses cigarettes. L'ennui, c'est que Liesel ne voulait pas descendre de voiture. « Was ist los mit dem Kind ?» demanda Rosa Huberman. Elle répéta sa phrase. « Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant ?» Elle glissa la tête à l'intérieur de la voiture. « Na, komm, komm !» Le siège de devant fut repoussé et un couloir de lumière froide invita Liesel à sortir. Elle ne bougea pas. À l'extérieur, grâce au cercle qu'elle avait dessiné sur la vitre, elle pouvait voir les doigts de l'homme de haute taille.
Il tenait toujours la cigarette, au bout de laquelle la cendre formait un mince boudin qui pencha vers le sol et se redressa à plusieurs reprises avant de tomber enfin. Il fallut presque un quart d'heure d'effort pour persuader la fillette de quitter la voiture. C'est Hans Hubermann qui y parvient. En douceur. Ensuite, il fallait passer le portail. Elle s'y accrocha. Les larmes traçaient des sillons sur ses joues. Un attroupement commença à se former tandis qu'elle refusait d'entrer. Au bout d'un moment, Rosa Hubermann envoya les gens au diable et ils repartirent comme ils étaient venus. Traduction de la phrase de Rosa Hubermann. Qu'est-ce que vous regardez comme ça, bande de trous du cul? Liesel Meminger finit par pénétrer précautionneusement dans la maison, une main tenant celle de Hans Hubermann, l'autre sa petite valise. Tout au fond de cette valise, sous une couche de vêtements pliés, il y avait un livre noir qu'un fossoyeur de 14 ans avait dû chercher des heures dans une ville sans nom. Je l'imagine en train de dire à son patron « Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Je vous promets, je l'ai cherché partout. Partout !» Je ne crois pas qu'il ait jamais soupçonné la fillette, et pourtant ce livre noir était là, contre le plafond de ses vêtements, avec des mots écrits en lettres d'argent. Le manuel du fossoyeur, un guide en 12 étapes pour réussir dans le métier, une publication de l'Association bavaroise des cimetières. La voleuse de livres avait frappé pour la première fois. C'était le début d'une carrière illustre. J'espère que cette lecture a aiguisé votre curiosité et que vous avez maintenant l'envie d'en savoir plus et de lire le livre complet. Si c'est le cas, si vous avez aimé cette lecture, pensez à liker, à partager, parler de mes lectures autour de vous, car je vous assure, c'est une petite chaîne YouTube, mais à chaque fois que je vois un abonné supplémentaire, eh bien c'est ça qui me motive à vous proposer d'autres lectures. Ce que je ferai bien sûr très vite, et d'ici là, il vous reste encore beaucoup de lectures à découvrir qui ont déjà été publiées. Donc, à bientôt, ou à tout de suite.